Affaire Zogo, ce que l'enquête numérique n'a pas voulu trouver. Le témoin qu'on a fait taire 2 fois. Imaginez. Un journaliste est enlevé. Torturé. Tué. Son corps est retrouvé abandonné sur le bord d'une route, comme un sac poubelle qu'on jette après usage. Les suspects sont arrêtés. Le procès s'ouvre. Le monde entier regarde. Et là, au moment précis où les preuves numériques allaient tout révéler, quelqu'un appuie sur « Supprimer ». Formaté. Effacé. Irrécupérable. Affaire classée. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas, dans le monde de la criminalistique numérique, supprimer ne veut pas dire disparu. Et les outils pour retrouver ces données existent. Ils sont utilisés chaque jour, partout dans le monde. Alors la vraie question n'est pas, peut-on récupérer ces données? La vraie question est, a-t-on vraiment voulu les retrouver? Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir va vous faire comprendre pourquoi, dans certaines affaires, la vérité ne disparaît pas par accident. Elle disparaît par décision. Partie 1. Contexte des faits, l'homme qu'on voulait réduire au silence. Martinez Zogo. Ce nom, au Cameroun, est devenu bien plus qu'un prénom. C'est devenu un symbole. Le symbole d'un journaliste qui a osé là où beaucoup ont reculé. Directeur de la radio Amplitude FM à Yaoundé, Martinez Zogo était connu pour son émission « Embouteillage », une tribune populaire où il dénonçait sans détour la corruption, les malversations financières, les scandales impliquant des personnalités puissantes. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Et apparemment, certaines personnes ne supportaient plus de l'entendre. Le 17 janvier 2023, Martinez Zogo disparaît. Son enlèvement survient dans un contexte particulièrement tendu, alors qu'il venait de diffuser des informations compromettantes sur des personnalités influentes du pays. Des noms. Des chiffres. Des accusations précises. Quelques jours plus tard, le 22 janvier 2023, son corps est retrouvé à Soa, en périphérie de Yaoundé. Il portait des traces de torture. Des marques qui témoignaient d'une violence froide, calculée, méthodique. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un message. Mais ce n'est pas tout. Très vite, des arrestations ont lieu. Des noms tombent. Des figures connues du milieu des affaires et de la sécurité se retrouvent dans le collimateur de la justice. Parmi les suspects identifiés, des hommes qui gravitent autour des hautes sphères du pouvoir camerounais. Le procès s'ouvre dans une atmosphère électrique. La société civile, les organisations de défense de la liberté de la presse, les familles de journalistes, tous les yeux sont rivés sur ce tribunal. Et c'est là qu'intervient l'élément déclencheur de notre analyse aujourd'hui. Au cours de ce procès, un expert en cybercriminalité, officiellement mandaté par la justice camerounaise, rend ses conclusions sur les téléphones saisis appartenant à l'un des suspects. Sa conclusion tient en 2 phrases, les données sont supprimées ou les appareils ont été formatés. Elles sont irrécupérables. Et sur la base de ce constat, ce suspect se retrouve largement disculpé sur le volet numérique de l'enquête. Simple, propre, efficace. Trop simple. Trop propre. Trop efficace. Partie 2. Le conflit, quand la technique devient un bouclier. Pour comprendre pourquoi cette conclusion choque les experts du domaine, il faut entrer dans les détails. Et croyez-moi, les détails, ici, révèlent tout. L'expert mandaté par le tribunal a posé 2 constats distincts. Premier constat, certains téléphones attribués aux suspects auraient été intégralement formatés. Deuxième constat, sur les appareils restants, les messages WhatsApp auraient été supprimés. Et sur la base de ce double constat, la conclusion est tombée comme un couperet, données inaccessibles, donc inexploitables. Mais attendez. Car c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Dans le monde de la forensique numérique, c'est-à-dire la science qui permet d'analyser des appareils électroniques pour retrouver des preuves, cette conclusion est, pour le dire poliment, discutable. Pour le dire franchement, elle pose de sérieuses questions. Voici pourquoi. Supprimer un message sur un téléphone, ce n'est pas faire disparaître ce message. Imaginez un livre dont vous arrachez une page. La page a disparu du livre. Mais si vous êtes assez habile, vous pouvez retrouver l'empreinte de cette page sur le papier suivant. Vous pouvez voir les traces de l'encre. Vous pouvez reconstituer ce qui était écrit. C'est exactement ce qui se passe dans la mémoire d'un téléphone. Quand vous supprimez un message, le téléphone ne détruit pas physiquement l'information. Il se contente de noter, dans son système de fichiers,
que cet espace mémoire est désormais disponible pour être réutilisé. L'information reste là, dans les couches profondes de la mémoire flash, jusqu'à ce que de nouvelles données viennent physiquement l'écraser. Et si personne n'a continué à utiliser intensivement ce téléphone après la suppression, ce qui est probable dans le cadre d'une saisie judiciaire, ces données sont encore là. Comme des empreintes sur le sol qu'on a tenté d'effacer avec le pied, mais que l'expert retrouve quand même. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'au-delà de la suppression, l'autre argument avancé était le formatage. Et là aussi, la réalité technique contredit la conclusion officielle. Formater un téléphone, dans la grande majorité des cas, ne détruit pas les données de façon définitive. Un formatage standard réinitialise l'index du système de fichiers, c'est-à-dire la table des matières, mais ne touche pas aux données elles-mêmes dans la mémoire physique. Un expert qualifié, avec les bons outils, peut accéder à ces données même après un formatage. Et ces outils, ils existent. Ils ne sont pas secrets. Ils ne coûtent pas des millions. Ils sont utilisés chaque semaine par des enquêteurs dans des pays bien moins dotés techniquement que le Cameroun. Alors voici la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui suivent ce dossier de près. A-t-on vraiment utilisé ces outils dans l'affaire Zogo? Et sinon, pourquoi? Partie 3, Révélation et décryptage, les outils qu'on aurait dû utiliser. Plongeons dans le concret. Parce que ce dossier mérite qu'on nomme les choses précisément. Il existe dans le monde de la criminalistique numérique des logiciels qui ont été spécialement conçus pour ce type de situation. Des logiciels utilisés par des polices judiciaires sur tous les continents. Des logiciels dont le Cameroun, via ses partenariats avec Interpol et d'autres organisations internationales, peut techniquement avoir accès ou solliciter l'utilisation. Le plus connu d'entre eux s'appelle Celbritufed. C'est l'outil de référence mondial pour l'extraction de données téléphoniques dans les enquêtes criminelles. Il permet d'extraire des données d'un téléphone, y compris après suppression ou après formatage. Il peut récupérer des messages WhatsApp, des appels, des photos, des vidéos, des contacts, des historiques de navigation. Il y a également MSABXRY, outil suédois utilisé par des dizaines de services de police dans le monde. Et Oxygène Forensic Detective, qui est particulièrement performant sur les applications de messagerie, dont WhatsApp, Telegram, Signal. Ces outils ne font pas de miracle. Ils ne peuvent pas récupérer des données qui ont été physiquement et définitivement écrasées. Mais dans la majorité des cas de suppression et même de formatage standard, ils permettent de récupérer une quantité significative d'informations. Mais attendez. Ce n'est pas tout. Parce que même si on admet, par hypothèse, que les téléphones du suspect étaient réellement irrécupérables, ce qui reste à démontrer, il existait d'autres pistes d'investigation que l'expert, et le tribunal, semblent avoir ignorées. Première piste, les sauvegardes automatiques. WhatsApp, comme la plupart des applications de messagerie modernes, effectue des sauvegardes automatiques de vos conversations. Ces sauvegardes ne sont pas stockées sur le téléphone lui-même. Elles sont envoyées sur le cloud, Google Drive pour les téléphones Android, iCloud pour les iPhones. Ces serveurs sont situés aux États-Unis. Mais ils sont accessibles aux autorités judiciaires via un mécanisme légal bien établi, la Commission rogatoire internationale. Une commission rogatoire internationale, c'est une demande officielle adressée par un tribunal d'un pays à un tribunal ou à une autorité d'un autre pays, pour obtenir des informations dans le cadre d'une enquête pénale. Google reçoit des milliers de ces demandes chaque année. Apple aussi. Et dans les affaires d'homicide, ces entreprises coopèrent généralement sous réserve que la demande soit correctement formulée et légalement fondée. La question est donc simple et directe, le tribunal camerounais a-t-il adressé une commission rogatoire internationale à Google ou Apple dans l'affaire Zogo? Rien dans les éléments connus du dossier ne confirme que cette démarche ait été entreprise. Personne ne peut dire avec certitude qu'elle a été tentée. Et personne ne peut expliquer pourquoi elle n'aurait pas été tentée. Deuxième piste, les téléphones des interlocuteurs. Et celle-là, elle est peut-être la plus évidente de toutes. Martinez Zogo ne communiquait pas seul dans le vide. Les suspects dans ce dossier ne s'envoyaient pas des messages à eux-mêmes. Si un message a été envoyé ou reçu, il existe dans l'appareil de l'expéditeur et dans celui du destinataire. Effacer les données sur le téléphone d'un suspect ne supprime pas les données sur le téléphone de la personne à qui il a envoyé ces messages. Autrement dit, si d'autres suspects ou témoins dans ce dossier ont conservé leur téléphone, ou si leurs appareils ont été saisis et analysés correctement, les conversations peuvent être reconstituées de façon presque intégrale. A-t-on croisé ces données entre les différents téléphones saisis dans ce dossier? Là encore,
la réponse reste trouble. Mais ce n'est pas tout. Et c'est peut-être le point le plus grave. Troisième point, la destruction de preuves comme infraction pénale. Dans la quasi-totalité des systèmes juridiques modernes, formater un téléphone ou supprimer des messages après l'ouverture d'une enquête judiciaire ne constitue pas un simple geste technique anodin. C'est une destruction de preuves. Et la destruction de preuves, en droit camerounais comme dans la plupart des droits africains inspirés du droit continental français, constitue une infraction pénale autonome. Cela signifie que la question n'est pas seulement « que contenaient ces données ?». La question est aussi « qui a effacé ces données, quand, et dans quel but ?» Le fait même que des téléphones aient été formatés ou que des messages aient été supprimés, si cela s'est produit après l'ouverture de l'enquête, aurait dû, à lui seul, constituer un élément à charge supplémentaire contre le suspect concerné. Au lieu de conduire à sa disculpation, cela aurait dû renforcer les soupçons à son encontre. C'est précisément parce que quelqu'un a pris soin d'effacer ces données qu'elles méritaient d'être recherchées avec encore plus d'acharnement. Pas moins. Partie 4. Analyse satirique, quand la justice joue à cache-cache avec la vérité. Permettez-moi maintenant de vous parler franchement. Avec ce ton particulier qu'on connaît bien au Cameroun, ce mélange de lucidité, d'ironie et d'indignation contenue qui caractérise notre façon de dire la vérité sans l'habiller en mensonge. Il y a une expression populaire au Cameroun. On dit, celui qui cherche ne trouve pas ce qu'il ne veut pas trouver. Et dans cette affaire, on a l'impression que l'enquête numérique a été menée avec, disons, une remarquable efficacité dans l'art de ne pas trouver. Réfléchissons ensemble, posément. Un expert en cybercriminalité est mandaté par la justice dans une affaire d'assassinat, non pas n'importe quel assassinat, mais l'un des meurtres de journalistes les plus médiatisés de l'histoire récente du Cameroun et sa conclusion principale, les données sont effacées, je ne peux rien faire. Sans démontrer qu'il a utilisé Selbri Tufed. Sans mentionner qu'il a exploré les sauvegardes cloud. Sans préciser qu'il a croisé les données avec les téléphones des autres suspects. C'est comme appeler un médecin légiste pour une autopsie, et que ce dernier vous dise, le corps est mort, cause indéterminée, affaire classée. Sans ouvrir, sans analyser, sans chercher. On se dirait, ce médecin-là a fait très vite pour peu d'efforts. Mais ce n'est pas le plus troublant. Le plus troublant, c'est que dans cette affaire, on parle de la mort d'un journaliste. Un homme dont le métier était précisément de chercher, de creuser, de ne pas accepter les réponses faciles. Il y a quelque chose d'une ironie presque cruelle dans le fait que l'enquête sur sa mort ait été menée avec l'exact opposé de sa méthode de travail. Lui cherchait quand on lui disait qu'il n'y avait rien à trouver. L'enquête a conclu qu'il n'y avait rien à trouver, sans vraiment chercher. Revenons maintenant à un parallèle international qui donne froid dans le dos. Parce que cette histoire, on l'a déjà vue ailleurs. En 2018, un autre journaliste est assassiné. Son nom, Jamal Khashoggi. Chroniqueur saoudien pour le Washington Post. Il entre dans le consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre 2018. Il n'en ressort jamais vivant. Le monde est sous le choc. Une enquête internationale s'ouvre. Et là, les autorités saoudiennes sortent l'argument classique, données effacées, téléphones inaccessibles, preuves numériques introuvables. Sauf que la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Calamard, ne se laisse pas impressionner. Dans son rapport rendu en 2019, elle démontre point par point cette argumentation technique. Elle démontre que l'impossibilité de récupérer des données n'était pas une réalité technique, mais une obstruction délibérée à la justice, organisée et méthodique. Et le parallèle avec l'affaire Zogo est, selon plusieurs observateurs, troublant. Dans les deux cas, un homme de médias, dont le travail dérangeait des puissants, est assassiné. Dans les deux cas, les preuves numériques disparaissent de façon opportune, précisément au moment où elles auraient pu tout révéler. Dans les deux cas, la justice semble accepter l'argument de l'impossibilité technique sans exiger la démonstration exhaustive que toutes les pistes ont été épuisées. La différence, c'est que dans l'affaire Khashoggi, la pression internationale a été suffisamment forte pour qu'on ne puisse pas simplement tourner la page. Dans l'affaire Zogo, la question est, cette pression sera-t-elle suffisante ? Parce que ce qui est en jeu ici dépasse le sort d'un seul homme, aussi tragique soit-il. Ce qui est en jeu, c'est un principe fondamental, la justice peut-elle se satisfaire d'une investigation incomplète quand les enjeux sont aussi lourds ? Parlons maintenant d'un autre aspect que la satire camerounaise ne peut pas ignorer. Il y a dans notre pays, et il faut avoir l'honnêteté de le dire, une culture bien établie de ce qu'on pourrait appeler l'expertise de complaisance. L'expertise de complaisance,
c'est quand un expert est mandaté non pas pour trouver la vérité, mais pour valider une conclusion déjà décidée. Son rapport n'est pas un outil d'investigation. C'est un outil de fermeture. Il ne cherche pas. Il constate. Et il constate ce qu'on lui demande de constater. Ce n'est pas une accusation directe contre l'expert dans cette affaire. C'est une observation systémique sur le fonctionnement de certaines expertises judiciaires dans des contextes où les enjeux politiques et économiques sont considérables. Et dans l'affaire Zogo, les enjeux sont considérables. On parle d'un dossier qui touche potentiellement à des hommes d'affaires influents, à des réseaux de pouvoir, à des flux financiers opaques. On parle d'un dossier où les ramifications remontent, selon plusieurs analyses, jusqu'aux cercles les plus proches du sommet de l'État. Dans ce contexte, la question de savoir si l'expert a fait son travail de façon complète et indépendante n'est pas une question technique. C'est une question politique. Et c'est précisément pour ça que cette affaire mérite d'être scrutée avec une attention particulière. Parce qu'un système judiciaire ne se mesure pas à sa capacité à condamner les petits. Il se mesure à sa capacité à aller chercher la vérité même quand elle dérange les grands. Sur ce point, l'affaire Zogo est un test. Un test pour la justice camerounaise. Un test pour les institutions. Un test pour la société civile. Et le monde regarde. Il y a quelque chose d'important qu'il faut dire ici, parce qu'on en parle rarement. Dans cette affaire, une vidéo de torture a circulé. Une vidéo montrant des images particulièrement violentes, attribuées aux dernières heures de Martínez Zogo. La diffusion de cette vidéo a soulevé un débat moral et journalistique intense. D'un côté, ceux qui estiment que la diffusion de ces images est nécessaire pour montrer la réalité de la barbarie, pour forcer la société à regarder en face ce qui s'est passé, pour empêcher l'impunité de s'installer dans le silence. De l'autre, ceux qui considèrent que diffuser ces images, c'est prolonger la violation de la dignité d'un homme qui n'a plus la possibilité de consentir ou de refuser. Ce débat est légitime. Il n'a pas de réponse simple. Mais ce qu'on peut dire, c'est ceci: si cette vidéo existe, si ces images existent, elles constituent des preuves. Des preuves de la réalité de la torture. Des preuves qui peuvent être analysées, expertisées, versées au dossier. La question n'est pas seulement, faut-il montrer cette vidéo au public? La question est aussi, qu'a-t-on fait de cette vidéo dans le cadre de l'enquête judiciaire? A-t-on analysé les métadonnées de cette vidéo pour déterminer quand et où elle a été filmée? A-t-on tenté d'identifier le matériel utilisé pour la filmer? A-t-on cherché à en retracer la chaîne de diffusion pour remonter à la source? Dans une enquête numérique sérieuse, une vidéo comme celle-là n'est pas qu'un document de témoignage. C'est une mine d'informations techniques. Et si cette piste n'a pas été explorée avec la rigueur qu'elle méritait, c'est encore une question qui mérite une réponse publique. Conclusion: la vérité ne se formate pas. Voici ce que cette affaire nous dit, en définitive. Il existe deux façons d'être expert en cybercriminalité face à des données supprimées. La première façon, c'est de constater leur absence et de s'arrêter là. C'est rapide. C'est propre. C'est pratique pour tout le monde. La deuxième façon, c'est de chercher activement à les récupérer. D'utiliser Cellbrit, MSABXRY, Oxygène forensique. De solliciter les sauvegardes cloud via Commission rogatoire internationale. De croiser les données avec les autres téléphones du dossier. De documenter chaque étape de cette recherche pour que le tribunal puisse évaluer si toutes les pistes ont été épuisées. Ces deux démarches sont radicalement différentes. L'une est un constat. L'autre est une investigation. Si l'expert mandaté par le tribunal dans l'affaire Zogo s'est contenté de la première démarche sans mener la seconde, alors son rapport n'est pas une conclusion. C'est une fermeture prématurée. Et une fermeture prématurée dans une affaire d'assassinat, ça a un nom. Ce n'est pas de la négligence. Ce n'est pas de l'incompétence. C'est un déni de justice. Martínez Zogo a passé sa vie à chercher la vérité là où d'autres voulaient l'enfouir. Il a payé ce choix de sa vie. Le minimum qu'on lui doit, le minimum qu'on doit à sa famille, à ses confrères, à cette profession qui prend des risques chaque jour pour que les citoyens soient informés, c'est que la vérité sur sa mort soit cherchée avec autant d'acharnement qu'il en mettait à chercher la vérité sur les autres. La mémoire d'un téléphone peut être formatée. La mémoire d'un peuple, elle, ne se formate pas. Et voici la question que je vous pose directement, à vous qui regardez, à vous qui avez suivi ce décryptage jusqu'au bout. Dans une affaire où un journaliste a été tué pour ce qu'il savait et ce qu'il disait,
Est-il acceptable que les preuves numériques soient déclarées irrécupérables sans que la justice ait démontré publiquement qu'elle a tout fait pour les retrouver? Donnez votre réponse en commentaire. Partagez cette vidéo. Parce que la première ligne de défense contre l'impunité, dans ce pays comme partout ailleurs, c'est un public informé qui refuse de se taire.